Tout est agir. Je pense qu'on agit tous sur les matières et sur le monde en permanence. Agir, c'est aimer. Être soi, c'est agir. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de concessions sur ce qu'on est. Jamais, 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 jamais. Agir, c'est mettre en œuvre une réflexion qui répond à un besoin sociétal. Faut y aller. On s'en fout, on casse tout, on y va, on rêve grand. Avant de commencer l'épisode, je suis ravie de vous partager l'une de mes actualités. Aujourd'hui, je vous parle de mon e-book « 60 fiches pour explorer le bien-être de vos enfants ». Dans cet e-book, j'ai proposé des exercices de respiration, des mini-contes, des jeux, des ateliers créatifs, des jeux de rôle, mais aussi des fiches descriptives vous permettant de comprendre les intentions et de découvrir de multiples déclinaisons. Donc en tout, vous allez découvrir 30 fiches outils pour vous aider à proposer des activités ludiques à vos enfants et 30 fiches explications pour vous aider à aller plus loin en comprenant l'exercice, les informations à savoir sur les effets de l'exercice sur votre enfant, mais aussi l'intention donnée. En tout, ce sont 70 pages pour le bien-être de nos enfants à retrouver dans cet e-book à destination des professionnels, mais aussi des familles. Maintenant, je laisse place à l'épisode. Très bonne écoute. Hello, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Karine Grandval, qui est journaliste, psychothérapeute, auteure et youtubeuse dans ce nouvel épisode d'Elles agissent. Karine, c'est aussi la figure emblématique de l'émission culte de TF1 Confessions intimes. On est donc revenu sur ce passage important de sa vie et sur comment cette expérience, qui lui a permis de développer une approche assez novatrice dans son domaine autour du couple et de l'amour, lui a permis aussi d'écrire un livre traitant notamment de la jalousie. On parle dans cet épisode de ses choix de vie, de ses nombreux rebondissements. Et c'est comme ça qu'à 45 ans, Karine se lance dans une nouvelle aventure en créant sa chaîne YouTube dédiée aux soins de la peau. À l'époque, c'était un pari clairement audacieux, notamment selon son entourage et peut-être même un peu selon elle-même. C'était tellement évident et puissant pour elle, elle en était tellement convaincue que ce choix-là était sa voie, que dictée par son intuition et ses ressentis, elle se lance. Et désormais, c'est vraiment le fruit de son travail, son expertise qui sont reconnus. Et c'est maintenant de réussite dont on parle autour de ce lancement de cette chaîne YouTube il y a 5 ans. Maintenant, et vraiment, c'est vraiment le fruit de son travail, de son expertise. Elle nous partage quels sont ses choix, quelle est sa direction autour de cette chaîne YouTube. Clairement, les défis rythment sa vie, toujours avec cette volonté de les relever. Et Karine incarne l'importance de la persévérance, de la passion aussi, l'importance de la passion dans une vie et de la détermination. Oser faire de sa passion sa vie. Arrêter de penser que la réussite n'est pas destinée pour nous. Et osons aller jusqu'au bout de nos actions sont les points essentiels de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être une des femmes d'Elles agissent pour cet épisode. Avec plaisir Émilie, je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup. Est-ce que Karine, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu souhaites, personnellement, professionnellement? Qui es-tu? Comment as-tu envie de te présenter? Alors, je m'appelle Karine Grandval, je viens d'avoir 50 ans et on va dire que j'ai eu 1000 vies en une. J'ai fait plein de choses très différentes les unes des autres. Je suis aussi maman de 2 grands garçons de 21 et 23 ans et j'ai ce qu'on peut appeler un parcours un peu atypique. Et justement, on va revenir dessus. On va commencer par la psychologie. Oui. Comment et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter dans ce domaine ? Alors en fait, curieusement, ou pas curieusement d'ailleurs, quand j'étais jeune, j'ai été journaliste freelance et je faisais de la presse écrite. Et je me suis entre autres retrouvée à écrire les pages psycho dans un magazine qui s'appelait Jeune et Jolie à l'époque. Bien sûr. Qui n'existe plus, qui était une sorte de petite sœur de Elle. Et je trouvais ça très intéressant et comme j'ai toujours été la bonne copine à qui on vient demander conseil et j'aime beaucoup aider les autres, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de se former réellement à ça parce que j'écrivais plus un peu au feeling et à l'instinct en faisant des petites recherches, mais c'est un domaine qui m'avait toujours beaucoup intéressée et que je trouve passionnant. D'ailleurs, tout le monde devrait avoir une petite formation en psychothérapie parce que ça fait quand même partie des clés pour comprendre comment
nous ressentons les choses et comment les autres les ressentent et comment on se comporte. Donc voilà, et je me suis dit, mes enfants venaient de naître, je me suis dit, on va arrêter le côté freelance du journalisme qui peut être parfois ou aléatoire ou un peu plus, aléatoire. Un peu plus compliqué à gérer quand on a des enfants en bas âge. Et je me suis dit, je vais me former à la psychothérapie. J'ai pas fait d'études de psychologue, donc je n'ai pas été à la fac. J'ai fait des modules de psychothérapie en PNL, en analyse transactionnelle, en psychopathologie. Et du coup, je me suis dit, je vais ouvrir mon cabinet, ce que j'ai fait. Et une semaine après que j'ai ouvert mon cabinet, TF1 est venu me chercher. Et je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain à l'antenne dans une émission qui s'appelle Confessions intimes sur TF1, en deuxième partie de soirée. Et cette aventure a duré presque 10 ans, a duré 9 ans. Oui. Ouais. Et comment ils t'ont trouvé? Comment ils sont venus te chercher, tu sais ça ou... Alors oui, je sais, c'est parce qu'en fait, j'ai une de mes très bonnes amies qui était à l'époque journaliste, rédactrice en chef de l'émission. Et elle me disait, on a une psychothérapeute, une psychologue à l'époque, qui est un peu plus âgée et qui manifestement... était pas toujours très sympathique avec les équipes, et je pense qu'ils avaient envie sur l'émission de rajeunir. J'étais plus jeune à l'époque parce que j'ai commencé en 2006, qui avait envie de rajeunir un petit peu, de donner un petit coup de boost à cette intervention qui arrivait en fin de séquence. Et donc elle m'a dit, viens, je te fais rencontrer Julien Courbet et le producteur. Je pense que le rendez-vous a dû durer 10 minutes. C'était un vendredi soir. Ils m'ont dit, voilà, ok, mardi, tu pars en tournage. Et comment tu réagis? Exactement. Du jour au lendemain, c'était parti. Il faut savoir qu'à l'époque, la télé, TF1, en deuxième partie de soirée, on était sur des... C'est énorme. C'était énorme. C'est-à-dire que c'était 3 millions de téléspectateurs. Oui, bien sûr. Et moi, je suis allée un peu la fleur au fusil, en n'ayant pas du tout, pas conscience, mais moi, je suis quelqu'un de très détente et très cool, donc je me suis dit, ça ne changera rien. Mon mari était un peu en angoisse, il me disait, mais tu vas changer, tu risques de prendre la grosse tête. Je lui ai dit, écoute, franchement, rien ne changera. Et en effet, rien n'a changé, j'ai continué à vivre exactement de la même manière, c'est-à-dire à amener mes enfants en pyjama à l'école le matin, à faire mes courses, à prendre le métro. À la bourre. C'est exactement, et c'était très drôle parce que moi j'ai jamais arrêté de prendre le métro, le bus, parce que c'est mon mode de fonctionnement. Je conduis pas, je déteste ça. J'ai mon permis mais je ne conduis pas. Et en fait, quand je prenais le métro, j'avais des gens qui venaient me voir parce que comme ça faisait beaucoup d'écoute, les gens me reconnaissaient beaucoup dans la rue, et les gens venaient me voir dans le métro, ils me disaient, mais vous n'avez pas de chauffeur? Et je dis, je n'ai pas de chauffeur. Ça les étonnait beaucoup. Après, c'était très rigolo parce que comme j'avais un rôle sympa, les gens étaient toujours extrêmement gentils, bienveillants et cool. Donc, ça reste des très bons souvenirs. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette émission, toi, en tant que personne et en tant que professionnelle aussi? Alors, c'était une manière complètement différente de s'occuper des gens. En fait, quand on est en cabinet, on prend le temps d'analyser, de réfléchir, d'apprendre à connaître les personnes pour vraiment comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, essayer de démêler tout ça. Quand on arrive sur une émission de télé où on passe une journée, maximum 2 jours sur un cas, on va dire, il faut que ça aille très vite. C'est accéléré. Voilà. Et moi, en fait, l'équipe passait 3 jours avec ce qu'on appelait en jargon télévisuel les témoins. L'équipe passait 3 jours avec les témoins avant que j'arrive, me faisait vite fait un petit feedback, on a ça, parce qu'en fait, il y avait un angle, une problématique qui était évoquée au départ. Et c'est arrivé plusieurs fois que je leur dise, alors là, t'es complètement à côté, c'est pas du tout ça, l'angle n'est pas le bon. Et du coup, moi, j'arrivais, je reprenais tout en main. Mais après, moi, je restais une journée, maximum 2 jours avec les personnes. Donc, en fait, on faisait pas de la psychologie. On fait de la prise de conscience. Oui, tu apportais des clés, tu apportais exactement. Donc, de réveiller certaines choses. Ouais. Exactement. C'est totalement une autre approche. Très différente, et en même temps ça m'a appris à devoir piger très vite, à devoir comprendre, donc être très connectée avec les gens et avec les situations tout de suite. Donc c'est un accélérateur, et à la fois comme ça allait très vite, on a vécu des choses très fortes avec vraiment des choses extrêmement émouvantes, puissantes, donc aujourd'hui pour moi ça reste un très bon souvenir, même si je sais que cette émission elle peut être visionnée sous différentes formes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont la regarder en se disant tiens, je vais apprendre quelque chose sur comment on peut gérer ce type de problème, et d'autres gens qui vont la regarder pour rigoler parce que voilà, mais moi je l'assume, moi je l'assume totalement. Moi je faisais mon boulot vraiment pour aider les gens au maximum, et on a vécu vraiment des choses
très très fortes sur des histoires incroyables ou même des coups de cœur qu'on peut avoir avec les gens. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui reste une étape très importante dans ma vie professionnelle, qui m'a appris beaucoup sur les autres, beaucoup sur moi, qui m'a permis aussi de sortir un peu de cette bulle. Moi, je suis parisienne, je suis née à Paris. D'ailleurs, c'était un peu rigolo parce que j'arrivais toujours en tournage avec ma petite tenue de parisienne, même au fin fond de la campagne. Un peu cliché sur le... Voilà, non, mais je cultivais ça totalement volontairement parce que j'aimais bien ce petit décalage. Mais à la fois, ça m'a permis de sortir de cette bulle, de voir comment vivaient les Français, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, et de voir que il n'y a pas un mode de vie, qu'il y en a plein de différents et que c'est très enrichissant. Ouais. Oui, ça apprend le non-jugement en fait. Exactement. Enfin, de prendre la distance avec qui on est. Oui, puis d'avoir une vision plus globale de ce qu'est la France, de ce que sont les Français aussi. Oui. Et donc cette émission s'arrête ou c'est toi qui pars? Alors moi, j'avais un peu fait le tour et puis l'émission évolue un petit peu différemment. Okay. Donc ça s'est arrêté. Enfin voilà. L'émission s'est arrêtée, je crois, 1 an après que j'ai moi arrêté de la faire. Et puis après, c'était donc en 2015. Après, moi, j'ai sorti un 2e livre sur la jalousie, une sorte de petit guide pratique à l'usage des gens jaloux et des gens qui subissent la jalousie. Est-ce que c'était parce que tu as eu beaucoup de cas dans l'émission? Oui, j'en ai eu pas mal. Voilà, j'en ai eu pas mal et j'ai fait ça aux éditions Michel Lafon. On s'est dit que ça, pour le coup, c'était quelque chose qui était assez peu évoqué dans les livres sur ce type de sujet, que ce soit développement personnel, psychologie ou autre. Et on a pensé que ça pouvait être une bonne idée, et puis ça a très bien marché. Donc on était très contents. Ouais. Et puis après, j'ai fait une autre émission sur Chérie 25 où j'étais chroniqueuse psy, une émission qui était présentée par Evelyne Thomas. Qui était très sympathique à faire, c'était une quotidienne emblématique, qui n'a pas rencontré un succès de foufou, c'est mon choix, mais c'est pas grave parce que je pense que quand on l'a tournée, on se rendait déjà compte que ça n'allait pas aller. Voilà, tu le sais, tu le sens. Exactement. Ouais. Même si c'était super sympa à faire parce que les autres filles, les autres chroniqueuses étaient très cool et qu'on a bien rigolé. Enfin, franchement, c'était très très plaisant. Après, on s'est tout de suite rendu compte que l'émission ne révolutionnait pas rien en soi. Donc voilà, mais ça reste aussi un très bon souvenir. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et puis j'ai lancé en 2018 ma chaîne YouTube qui s'appelle Dis-moi Karine. Contrainte et forcée par la fille d'une de mes meilleures amies qui est aujourd'hui journaliste sur Quotidien d'ailleurs, en chroniqueuse, et qui un jour vient chez moi et me dit voilà Karine, il faut que tu lances ta chaîne YouTube parce que toi tu as les bons conseils, les bons produits, les bonnes fringues, les bons looks, les bons trucs. Le truc. Voilà, elle m'a dit je te lâcherai pas tant que tu ne l'auras pas fait. Et donc je me suis dit bon ok, et puis en fait effectivement elle ne m'a pas lâchée. Donc je me suis dit ok, bon je vais y aller. Et puis, en fait, je me suis prise au jeu. Ça n'a pas démarré très fort tout de suite. Enfin, ça a démarré gentiment. J'ai lancé ça au départ avec une amie à moi qui avait une agence de communication parce que moi, j'y connaissais rien, les montages, tout ça, c'était un peu... Mais tu avais quand même envie, dès le départ, de faire quelque chose de quali, en tout cas. Pour t'associer, pour demander conseil avec quelqu'un. En fait... ça s'est fait un petit peu pas par hasard, mais je déjeunais avec elle et je lui dis tiens, j'ai la fille de ma copine qui me dit il faut absolument que tu lances une chaîne YouTube, et elle me dit c'est vraiment le truc totalement imprévu. Elle me dit mais c'est une super idée, je trouve, si tu veux je peux te filer un coup de main pour le faire. Donc en fait le truc s'est fait comme ça. Elle m'a aidée sur l'habillage, sur comprendre comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, aussi tout l'aspect un peu technique. Et puis finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que eux avaient un besoin de rentabilité parce que ça leur prenait un peu du temps à l'agence aussi. Bien sûr. Donc, on me proposait des collaborations avec des marques. Et puis moi, c'était trop tôt. En fait, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, aujourd'hui, à ce moment-là, j'avais besoin d'un peu de temps pour jauger comment parler, ce que j'avais envie d'aborder comme thématique. Qu'est-ce que tu avais envie d'en faire? Voilà, on se lance pas. Enfin, moi, je me suis pas lancée en me disant je vais faire ci, ça, comme ça. Je me suis lancée en me disant ok, tout va être perfectible. Je vais commencer et puis au fur et à mesure, je vais affiner. Puis je vais trouver ce qui me plaît moins. Et puis on verra comment les choses se passent. Et c'est vrai que de se retrouver tout de suite avec quelqu'un qui vous dit tiens, tu faudrait que tu collabores avec telle marque. Un peu oppressant.
Ouais. En fait, j'étais pas très à l'aise parce qu'il y avait ce besoin de rentabilité rapide, alors que moi, j'avais un besoin de prendre mon temps pour comprendre comment ça allait se passer, pour m'acclimater et pour, apprivoiser ce nouveau média que je ne connaissais pas, parce que c'est très différent de la télé, en fait. Donc on est resté très copines, tout va bien, et chacune a récupéré ses billes. Et je me suis mise un point d'honneur à continuer à faire mes vidéos toutes les semaines, ce que je n'ai jamais arrêté de faire. Et ce que je faisais pendant un temps par plaisir, pour l'échange, pour le partage. Et puis, au fur et à mesure des prises de parole sur des marques, des produits que j'adorais, les marques sont venues, m'ont contacté, m'ont proposé de faire des choses ensemble. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais alors, donc ça, ton amie, la fille de ton amie, en fait, toi, ça fait partie de toi depuis quand ? Depuis toujours, d'aimer, de comprendre le produit que tu vas mettre sur ta peau, le vieillissement de la peau, l'intérêt de bien se nourrir, de nourrir sa peau, etc. En fait, ça vient d'où ? Ça vient de quand, ça ? Alors, en fait, je pense que j'ai été sensibilisée à ça très jeune. J'ai une maman qui a toujours pris soin d'elle, qui m'a toujours... inciter à le faire sans que ce soit on va y passer des heures où on va investir beaucoup d'argent. C'était pas ça, c'était vraiment ma maman était hôtesse de l'air, et elle était hôtesse de l'air à une époque où elles avaient des formations par des grandes marques de skincare à l'époque qui leur apprenaient comment se démaquiller, comment prendre soin de leur peau, parce que c'était un peu à l'époque Air France un peu le fleuron français, et donc les hôtesses avaient vraiment une image très importante, et qui plus est quand on était sur de la business ou ce genre de choses. Et donc ma maman m'a sensibilisée à ça assez tôt, sur le fait de toujours nettoyer sa peau et mettre une crème hydratante et protéger sa peau du soleil. Il se trouve que j'ai eu une acné très forte quand j'ai eu 13 ans, et que ça a été quelque chose de très compliqué pour moi à vivre en termes de complexe. C'est-à-dire qu'à 13 ans, j'ai eu quand même la poussée d'acné, l'appareil dentaire. J'étais pas au top de moi-même, là où j'avais des copines qui, elles, avaient 0 bouton, des dents parfaites, canon. Et moi, j'ai eu longtemps l'impression d'être un peu le vilain petit canard. Et ça a été compliqué. Et ça marque et ça reste, ça. En fait, je pense qu'on l'est toujours. Et c'est ça qui est terrible, même si je suis... psy, si j'ai toutes ces choses-là, j'ai totalement analysé que j'ai une petite partie de moi qui est toujours cette petite gamine de 13 ans avec ses boutons et son appareil dentaire, et j'ai pu concevoir assez tôt que la peau peut être une souffrance. Et après, quand j'ai eu cette poussée d'acné qui a duré un petit moment, le Roaccutane n'était pas sorti. Le Roaccutane est sorti en cours de route. Le Roaccutane, c'est de la vitamine A qu'on prenait qui existe toujours d'ailleurs, qu'on prend, c'est de la trétinoïne qu'on prend par voie orale, mais qui a beaucoup d'effets secondaires, de dessèchement de la peau, voilà, il y a plein de choses un peu compliquées qui vont avec. Et je pense que j'étais certainement peut-être dans les premières en France à prendre ce traitement. Et du coup, j'ai été sensibilisée très vite au fait que quand on prend ce traitement, on ne doit pas exposer sa peau au soleil. On doit avoir une routine hydratante, des choses. C'est pas anodin. Ouais, voilà, c'est pas anodin. Donc, et puis, je me suis retrouvée avec quand même des cicatrices, et ma maman, avec ma dermatologue, me propose, j'ai fait un peeling au phénol à 16 ans, donc en hôpital, avec la peau qui s'en va comme des chips. Mais du coup, j'ai eu ces expériences beaucoup plus tôt que la moyenne sur la prise en charge de la peau, et je pense que ça m'est toujours resté, et j'ai toujours trouvé ça j'ai longtemps été en conflit avec ma peau, et je pense que jusqu'à il y a encore quelques années, même si j'avais l'impression d'en prendre soin correctement, je faisais des choses qui étaient assez basiques. Oui, je me démaquillais correctement, je protégeais ma peau du soleil, mais après j'achetais des crèmes sur lesquelles il y avait écrit crème ou anti-âge ou ceci ou cela, sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, il y a quelques années, j'ai découvert via une marque qui s'appelle Neostrata, qui m'avait été recommandée par ma dermatologue. J'ai découvert un produit aux acides de fruits, AHA, acide glycolique, que j'ai commencé à appliquer. Et là, pour le coup, j'ai vu une transformation de ma peau. Et je me suis dit, en fait, oui, il existe des vrais principes actifs. Alors, sur peut-être des packagings qui sont moins glamour, parce qu'à l'époque, c'était un peu ça. Bien sûr, oui. Et je me suis dit, il y a des choses qui changent vraiment la donne, en dehors de mettre une crème sur laquelle il y a un joli marketing ou un joli packaging.
Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus au skincare. Et puis après sont arrivées des marques comme The Ordinary qui ont démocratisé le fait de mettre en avant les principes actifs. Et au début, c'était très compliqué parce qu'ils ont sorti, il y avait 1 milliard de produits et personne ne savait quel principe actif servait à quoi. Et donc, voilà. Ça reste encore un peu flou. Hein. Enfin... Alors, ça reste un peu flou, c'est pour ça que je suis là, pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui sert à quoi, parce que c'est vraiment ça. Et donc, après, il y a eu tout un côté éducatif à transmettre aux gens et moi-même apprendre, parce que j'ai passé beaucoup de temps à me documenter, Comment à tu lire. as appris, justement Je lis beaucoup d'études scientifiques médicales. Je m'intéresse de très près aux publications de médecins, notamment de médecins américains. Donc, je suis en perpétuelle formation. Le skincare, en fait, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Il y a des nouvelles molécules qui arrivent assez régulièrement sur le marché. Il y a des avancées. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine régénérative. Donc, il y a plein de nouveautés qui sont en train de se développer. Il faut faire attention aussi, quelquefois, au concept de marketing un peu fumeux. Mais je trouve ça passionnant parce que la peau, c'est la première chose qu'on présente aux autres de nous. Et quand on n'est pas bien dans sa peau à tous les niveaux, en fait, ça se répercute sur notre vie, sur plein de choses. Donc, je milite pour qu'on se sente bien dans sa peau, aussi bien dans sa peau, l'enveloppe cutanée, que dans sa peau, en fait, dans sa vie en général. Oui, et aussi, c'était très important de proposer une chaîne qui est justement où il y a du contenu derrière, il y a des recherches, il y a des connaissances, parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup d'influenceuses ou de chaînes où en fait ils présentent des produits pour présenter les produits en fait, liés à la marque, liés, j'imagine, un partenariat, etc. Sans aller chercher très loin derrière, etc. Ça peut être même dangereux, j'imagine. Est-ce que toi tu vois par exemple aussi des choses qui te font halluciner ou, Oui, je vois des choses qui me font halluciner, qui me mettent un tout petit peu en colère aussi, parfois. Mais bon, c'est un métier, l'influence, on va appeler ça comme ça, même si moi, je me considère pas du tout comme influenceuse. Voilà, c'est très compliqué parce que les gens attendent de nous un conseil. Moi, je reçois 200 à 250 messages par jour, je réponds à tout le monde. Mais encore faut-il pouvoir transmettre les bonnes informations. Tout à fait. Ouais. Et tel problème de peau, si on envoie sur tel actif, ça peut être un peu désastreux. Donc, en fait, il faut une vraie connaissance. Aujourd'hui, elle n'est pas forcément très compliquée parce que une fois qu'on a compris comment fonctionnent les actifs, c'est quand même une très bonne connaissance. Oui, mais parce que moi, je vais dans le côté très pointu du truc, très poussé, mais on peut aussi avoir des routines très simples quand on a compris les 2-3 actifs qui sont intéressants pour sa peau, et ça peut être très facile et très ludique à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'y passer 2 heures et d'avoir une très forte connaissance. Moi, je suis là pour à la fois rendre la chose très simple et expliquer aux gens comment les choses fonctionnent, ce qui peut s'associer ou pas. Après, il faut aussi surtout être à l'écoute de sa peau et connaître. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pars du principe que quand on prend en tout cas, ça n'engage que moi, hein, c'est ma vision des choses. Si je prends la parole sur un sujet, il faut que je le maîtrise à 100%. Sinon, d'autres gens vont le faire beaucoup mieux que moi. Et j'ai pas d'intérêt, en fait. Il vaut mieux que je laisse les gens qui s'y connaissent mieux que moi prendre la parole. Ouais. J'ai vraiment l'impression que tu as presque créé un métier. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas la seule à faire ça. C'est vrai? Tu sais, dans l'idée de vraiment expliquer, démontrer, comprendre. C'est très précis, très spécialisé. Alors, j'aurais pas la prétention. Non, en tout cas, je pense pas avoir. Il y a d'autres influenceurs qui parlent aussi de ce genre de choses. Après, il y a des gens qui sont plus scientifiques. Moi, j'essaye de rendre le truc un peu cool. C'est un peu ma démarche de vulgariser un peu le truc, comme je le faisais déjà sur Confession Intime. En psychothérapie, l'idée c'est de rendre le truc accessible au plus grand nombre. Donc moi je m'éclate à faire ça et j'adore tester les produits, j'adore comme je te disais tout à l'heure, moi je suis la créatrice de contenu chiante pour les marques parce que quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis et je refuse d'aller sur le terrain. Tu vois, et aligné avec tes valeurs. On peut pas faire ce métier si on n'est pas honnête, parce que moi j'ai des gens qui me font confiance. Mes gens qui sont abonnés à mon compte et qui me demandent conseil ou qui vont suivre les produits que moi je valide me font confiance. Donc si les gens achètent un produit parce que moi j'estime qu'il est
extrêmement quali, qui a des effets. Après, toutes les peaux sont différentes et ça ne veut pas dire que ce qui fonctionne sur moi fonctionnera sur tout le monde. Et ça, je le dis tout le temps, il faut vraiment en avoir conscience. Mais en revanche, jamais de la vie, je pourrais mettre en avant un produit si je ne le trouve pas suffisamment qualitatif, si la composition ne me séduit pas ou si je ne le trouve pas efficace, parce que je pense que c'est tromper les gens qui vous font confiance. Une fois, ça, voilà, mais 2 fois, les gens se disent, bon, ben voilà, ce que j'ai acheté, ce qu'elle a mis en avant, j'ai pas du tout aimé, c'était vraiment un produit nul, donc je ne le ferai plus confiance. Oui, donc moi, si je veux pouvoir continuer dans le temps à faire ce que je fais comme je le fais, je peux pas me permettre de trahir la confiance des gens. C'est pas possible. Et d'ailleurs, en parlant des gens et des personnes qui te suivent, est-ce que tu as eu des retours qui t'ont plus particulièrement touchés ou qui t'ont, tu vois, des gens qui peut-être étaient comme toi, la petite fille de 13 ans avec des problèmes de peau, qui n'arrivaient pas à trouver de solution. Et est-ce que tu as eu ce genre de retour? J'ai beaucoup de retours dans ce sens-là, beaucoup. J'ai beaucoup de retours de femmes qui sont comme moi, je l'étais, en conflit avec leur peau pour d'autres raisons, quelquefois que l'acné ou autre chose. Et moi, la plus belle récompense, c'est quand une femme m'envoie un message, ou un homme d'ailleurs, en me disant, écoute, depuis que j'ai changé ma routine skincare en écoutant tes contenus, ma peau est transformée et je me sens beaucoup mieux. Voilà, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est ça, pour moi, l'essence même de ce métier. L'essence de ce métier, moi, c'est vraiment le truc premier des réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un de très basique. C'est le réseau social, c'est-à-dire partager quelque chose qui me plaît. Moi, je ne suis pas une influenceuse, je suis une partageuse. Je partage ce que j'aime. Je ne suis pas là pour mettre en avant des marques, pour faire la publicité pour les marques. Je suis là pour partager mes connaissances et vraiment ce qui me plaît, ce que j'ai trouvé efficace et ce qui me semble vraiment intéressant pour les gens. Le reste, je suis pas là pour servir la soupe aux marques. Je suis pas un panneau publicitaire. Je suis une très mauvaise commerciale. Voilà. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je suis pas sur les comptes affiliés, c'est-à-dire toucher un pourcentage sur les ventes. Oui, je vois. C'est quelque chose pour moi qui ne me séduit pas. Parce que je crée du contenu. Alors après, moi, je vais parler souvent d'un produit de manière spontanée, puis la marque va venir vers moi, voyant que j'aimais le produit, en me disant, voilà, est-ce que tu as envie qu'on fasse quelque chose ensemble, d'être notre ambassadrice? Et à ce moment-là, à moi de voir si oui ou non, j'ai envie quelque part d'associer mon image à cette marque-là. Je suis très, très attentive à ça et je refuse beaucoup, beaucoup de choses. Mais... si un produit ne me plaît pas, je vais pas aller je pourrais jamais parler d'un produit qui ne me plaît pas, c'est impossible. Moi, je suis pas alignée avec ce fait de toucher un pourcentage, de gagner ma vie sur ce que les gens vont dépenser. Parce que j'estime que si je gagne ma vie, c'est parce que je me suis associée à des marques que j'ai validées et quelque part, je fais un travail aussi de présentation pour les marques et les produits que j'ai validés. Donc, il n'y a pas de raison que la marque ne dépense pas un centime pour cette communication que je vais créer. Moi, je fais des vidéos qui durent très longtemps, qui durent 30 minutes. Je fais des contenus tous les jours. Donc, pour moi, si je dois gagner ma vie, c'est les marques qui rémunèrent pour une expertise et moi, une validation. Je vais quelque part... Alors, c'est pas prétentieux de ma part, mais j'estime que si je valide un produit, c'est que j'ai passé du temps à l'étudier, à le tester, à comprendre comment il fonctionnait, à voir la composition. Donc, si je le valide, moi, c'est parce qu'il me convient à moi et que je vais pouvoir en parler aux gens. Donc, j'estime que pour une marque, si je valide ce produit, c'est que j'y crois et que je vais pouvoir en parler de manière positive sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à la marque, pour moi, de payer cette expertise. C'est pas aux gens de dépenser de l'argent. Après, je demande toujours des codes promo parce que je trouve que c'est quand même chouette pour les gens de pouvoir avoir des réductions. Mais voilà, en tout cas, c'est ma manière de faire. Et d'autres personnes fonctionnent différemment et sont que à l'affiliation. Et encore une fois, je critique pas et je dis pas que c'est pas bien de le faire. On parle de ta méthode et de ta façon de faire. Et je le dis, d'ailleurs, j'ai quelques marques qui m'ont dit, nous, on fonctionne que comme ça. Et je leur ai dit, je suis désolée, mais malheureusement, je vais pas venir. Mais voilà. Ce qui fait que tu te sens bien aussi et encore plus libre aussi de te. Mais c'est ça que je trouve génial. Exactement. C'est que j'ai une liberté totale de choisir avec qui j'ai envie de travailler, quel produit j'ai envie de mettre en avant. Il y a des produits que je mets en avant, je suis pas du tout en collab avec les marques. C'est un plaisir, quoi. Oui, aussi, et parfois. Puis mon but avant tout, c'est de partager ce que j'aime, que je sois en partenariat ou pas.
Donc, si j'ai un coup de cœur pour un produit, c'est arrivé là d'ailleurs. J'ai une nouvelle crème coréenne qu'on m'a donnée comme ça, et je savais même pas encore où elle était distribuée. Gros crush sur cette crème absolument incroyable. Et donc voilà, j'en ai parlé en disant aux gens, mais pour l'instant, je sais même pas où on peut la trouver ni rien, mais sachez juste que cette crème est une pépite. Ouais. Donc là, je suis en train de voir comment pouvoir se la procurer. Mais voilà, quand j'aime un truc, je le dis et je le dis tout de suite. En plus, moi, je sais pas attendre. Je suis comme les enfants. Je suis hyper impulsive, donc hyper impulsive et spontanée, donc ça sort tout de suite. Ouais. Et d'ailleurs, cette impulsivité, en tout cas, ce rythme de choix, de décision rapide, etc., ça rythme aussi ce qu'on vient de voir, ta vie, et en fait, d'y aller, d'oser. Est-ce que c'est aussi ta manière de voir l'action ? En fait, ma manière de voir l'action, elle est liée, je pense, à mon état d'esprit. Je suis quelqu'un de très curieux. Et donc, je m'intéresse à beaucoup de choses et j'adore les nouveaux challenges, faire des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Et pour moi, c'est un peu ça qui guide ma vie, qui a toujours guidé ma vie. C'est de me dire, tiens, un challenge, ouais, je vais y aller parce que ça m'intéresse de savoir si je suis capable de relever ce challenge et de découvrir des nouvelles choses. Il y a 2 ans, j'ai fait un documentaire qui a été diffusé sur C8, qu'on a tourné pendant 1 an. C'était une nouvelle aventure parce que j'ai co-écrit le documentaire et co-réalisé. Donc c'était hyper intéressant et d'ailleurs j'ai envie d'en faire d'autres. Mais voilà, je m'intéresse à plein de choses, j'ai envie d'explorer plein de choses. Et pour moi, c'est un peu le sel de la vie, agir et ne rien s'interdire. Il y a aussi une chose qui est importante pour moi, c'est que il faut se sentir libre de faire ce qu'on veut. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, finalement assez tardivement, j'aurais pu me dire, je sais qu'au début, mon mari ou des gens de mon entourage me disaient, oh là là, avec ton téléphone, genre, tu nous emmerdes. Enfin, voilà. Ouais. Ça faisait un peu... Et puis, ça pouvait paraître un peu superficiel et un peu léger, un peu... Voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Je suis totalement libérée du regard des autres et du jugement. Je me suis dit, moi, j'ai envie de le faire. Donc, je vais le faire. Bon, aujourd'hui, plus personne me dit ça. C'est ça qui est assez drôle, d'ailleurs. Mais oui, au début, en démarrage, c'était pas une évidence non plus. En fait, c'était par rapport à ton entourage ou par rapport à plein de choses. C'était genre, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle a 45 ans, 45 balais et elle est avec son téléphone sur les réseaux sociaux. Ça faisait un peu... C'est vrai que c'était... C'est pas si simple, en fait. Et puis, je me suis dit, en fait, donc voilà, je m'en fiche complètement de ce que les gens pensent. Donc, moi, j'y vais et puis on verra bien ce que ça donnera. Et aujourd'hui, force est de constater que je suis très contente de ne pas avoir lâché. Et j'encourage d'ailleurs toutes les femmes à se détacher du jugement des autres parce que c'est souvent ça qui nous freine dans nos actions. Et aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, quand on veut. On peut monter des business à n'importe quel âge. On peut se renouveler, on peut... moi, je vous dis, j'ai eu 1000 vies. Donc, j'ai fait plein de choses différentes. Je suis très épanouie dans ce que je fais aujourd'hui. Et si demain, c'est un autre challenge et c'est autre chose, je vais y aller, peu importe mon âge, en fait, parce que c'est ça la vie, hein, pour moi. C'est avancer, c'est expérimenter tout ce que la vie nous offre. Ouais, et c'est bien parce que tu prends aussi ce qu'elle t'offre et tu oses et tu y vas. Il faut saisir les opportunités, c'est toujours intéressant, c'est toujours important. On n'en a pas forcément des milliers dans une vie, mais quand on en a, il faut les saisir et quand on a envie de faire quelque chose, il faut aller au bout. C'est ça, aller au bout des choses. Et dans quel domaine tu aimerais peut-être voir un peu plus d'action ? C'est une très bonne question. Dans quel domaine j'aimerais voir un peu plus d'action ? Moi, j'aimerais, en tout cas, aider les femmes justement à prendre conscience de leurs valeurs et de leurs possibilités. Et de se dire que c'est pas parce qu'on est maman, parce qu'on est dans une vie un peu rangée, qu'on ne peut pas s'autoriser à faire des choses et à aller au bout de ses passions. Et de faire de ses passions, en fait, le centre de notre vie, un métier autre que juste un petit loisir. Et ne pas seulement regarder les autres et se dire « Ah, c'est génial ce qu'elle fait » et se dire « Mais moi aussi, je peux le faire ». Ça m'arrive de temps en temps de recevoir des messages de femmes qui me disent « Ah, mais t'as de la chance, on t'offre des produits, t'es invitée à faire ça. » Et moi, je leur dis toujours « Mais tu sais, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, en fait. » Moi, j'ai rien d'extraordinaire par rapport à n'importe quelle autre nana. Je suis la fille lambda.
Et c'est juste que je suis allée au bout du truc, au bout du process pour que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Mais n'importe quelle fille qui s'intéresse à quelque chose et qui va se mettre à fond dedans et vraiment y aller à 400% pourra tout à fait faire ce que je fais et se retrouver dans la même situation avec les mêmes avantages que ceux que je peux avoir aujourd'hui. On m'offre pas des choses parce que je suis sympathique et voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai construit une expertise, des connaissances qui font que on en arrive là et que les marques ont envie que je teste leurs produits. Et après, moi, je leur dis toujours aux marques, vous m'envoyez les produits, je teste. Et si jamais j'ai aimé, éventuellement, on pourra discuter. Mais la chose première, c'est d'abord, je teste. Et on ne parle pas du tout de collaboration et de partenariat. Donc, en fait, voilà, quand on a une passion, un domaine vraiment qui nous transporte et qu'on adore, on peut aller au bout de son action justement en mettant en place toutes les choses qui vont nous permettre d'aller du point A au point B. Il faut toujours savoir où est-ce qu'on a envie d'arriver et de savoir quelles sont les étapes, quelles sont les choses à mettre en place pour arriver jusqu'à ce point B qui peut être un peu sinueux, qui peut prendre du temps. Mais voilà, moi j'ai commencé en 2018 ma chaîne YouTube, on est en 2024, ça fait 6 ans pile. Aujourd'hui, ça va faire 6 ans bientôt, fin juin, que j'ai lancé ma chaîne et ça a mis du temps à démarrer, ça s'est pas fait en 3 jours. C'est aussi se donner les moyens dans l'action. Et pas lâcher, persévérance, vraiment la persévérance. J'aurais pu lâcher et me dire au bout d'un an et demi, c'est sympa mais c'est pas non plus l'émeute, donc oui. On attend parfois trop de résultats vite. Exactement. Et je suis très contente justement d'avoir persévéré, d'avoir continué en me disant voilà, je le fais par passion. Et puis quand on est vraiment passionné par quelque chose, il y a un moment où ça porte ses fruits quand on se donne les moyens. Et j'incite vraiment toutes les femmes à se donner les moyens d'aller au bout de ce qu'elles ont envie de faire. On n'est pas prisonnier dans sa vie, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de cases. Il faut sortir des cases. Et on est bien quand on sort des cases, on se sent bien. Oui, ce message est très fort et très important et merci beaucoup de le transmettre à nos oreilles aujourd'hui. Et merci beaucoup Karine pour cet échange. Merci C'était à un toi, vrai plaisir. Émilie. C'était un plaisir partagé et merci à toi de mettre en avant des actions et des femmes et des manières de voir la vie peut-être un peu autrement. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.